livre plein les oreilles. Le mois de mars qui nous apporte un peu de douceur, au moins un peu d'espoir, de douceur, de réconfort. Ça dépend où vous êtes et ça dépend si je parle de météo, mais je ne parle pas forcément que de météo. On pourrait utiliser aussi ces mots pour les femmes. Enfin un peu de douceur, enfin un peu d'espoir, enfin un peu de réconfort. Chaque 8 mars fait se réveiller des hommes, des femmes, des inconscients, des bourreaux, des victimes sur la condition féminine actuelle dans le monde. Alors à cette émission, je ne vais sûrement pas changer les choses, mais au moins je vais rendre hommage à certaines d'entre elles, de ces femmes, dont Gisèle Halimi, dont l'engagement a fait avancer notre cause sur tous les continents. Et puis, il sera question aussi d'une ancienne suffragette au début du siècle dernier, d'une femme souffrante, d'une femme seule à Berlin, de femmes innovantes, de femmes dérangeantes. Voilà, ce sont quelques portraits de femmes dont il sera question en livre audio à cette émission des livres plein les oreilles qui ne se consacrent, vous le savez, qu'aux livres audio. Je m'appelle Clotilde Sey, je la réalise cette émission-là, je l'anime et je suis appuyée ô combien en studio par mon ami Mathieu Tessier. Sinon, je suis appuyée parfois par un ou deux chroniqueurs. Aujourd'hui, c'est Gérald Cousineau qui sera de la seconde partie et nous finirons cela avec 3 nouveautés à se glisser entre les oreilles. Mais d'abord, honneur à certainement l'une des plus grandes, Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, 70 ans de combat, 70 ans que cette femme-là a mis au service de la justice et surtout de la cause des femmes. Et elle a eu la volonté de transmettre ce qui a construit cette façon, cet activisme indéfectible aux nouvelles générations peut-être. Et elle en a parlé avec son amie Annick Cogent, qui est également une féministe française, et ensemble elles ont décidé d'écrire ce bouquin sous forme d'entrevue. Et Gisèle Halimi a accepté. Sans se poser en modèle, elle ne l'a jamais fait. Elle aurait pu, elle, l'avocate, qui a toujours défendu son autonomie, qui a toujours dit aux femmes de ne pas baisser la garde, de rester solidaires et vigilantes, et qui invite les plus jeunes à prendre le relais dans le combat essentiel pour l'égalité à l'heure où, malgré les mouvements de fond qui bouleversent la société, la cause des femmes reste infiniment fragile. La vie de Gisèle Halimi, c'est une fascinante illustration de sa révolte de fille. On va d'ailleurs l'entendre là dans l'extrait. Depuis toujours déterminée à exister en tant que femme, où ça, pas en France, dans l'Afrique du Nord des années 30. Pas évident. Son métier, c'est comme un sacerdoce. Elle a été avocate, elle a plaidé envers et contre tout et tous pour soutenir les femmes les plus vulnérables ou blessées. C'est quelqu'un qui s'est toujours engagé en faveur de l'avortement, de la répression du viol, dans son métier aussi bien d'ailleurs que dans une association qu'elle a créée qui s'appelle « Choisir la cause des femmes ». Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. Ce sont des mots de René Char, qui est son poète préféré, qui pourrait vraiment définir Gisèle Halimi, avocate irrespectueuse, et sa vie de combat acharné pour la justice et pour l'égalité. Je vous propose un extrait du tout début du livre avec son amie Madame Cogent, qui fait un peu le rôle de l'intervieweuse. Chapitre 1. La blessure de l'injustice, une enfance révoltée. L'enfance décide, écrivait Jean-Paul Sartre dans Les Mots. Qu'a donc décidé votre enfance? Tout. Ma révolte, ma soif éperdue de justice, mon refus de l'ordre établi et bien sûr mon féminisme. Tout est parti de l'enfance et de cette indignation ressentie dès mon plus jeune âge devant la malédiction de naître fille. Comment appeler autrement ce coup du sort qui, en vous attribuant le mauvais genre, vous prive instantanément de liberté et vous assigne un destin? J'étais toute petite quand on m'a raconté l'histoire de ma naissance et le désespoir de mon père à l'annonce que sa femme venait d'accoucher d'une fille.
Un désespoir si puissant qu'il a nié mon arrivée pendant près de 3 semaines. Aux amis qui venaient aux nouvelles, il affirmait « Non, Fritna n'a pas encore accouché ». Certains s'étonnaient « Voyons, pas encore ». Mais Édouard persistait « Non, toujours pas. Bientôt, bientôt ». Il ne parvenait pas à se faire à cette catastrophe. Les livres d'histoire ont invisibilisé les femmes. Ils ont fait croire à des générations d'écoliers, et surtout d'écolières, que la Terre n'avait produit que des héros, assurément pas d'héroïnes. C'est malheureux, mais c'est ainsi, disait mon institutrice, résignée à ne me citer que Jeanne d'Arc quand je la pressais de questions sur le rôle qu'avaient bien pu jouer les filles dans l'histoire de la civilisation. Cela me rendait perplexe. Aucune chevalière, aucune aventurière, aucune conquérante, insurgée, exploratrice, bâtisseuse, savante. Comment était-ce possible? On sait désormais avec quel filtre l'histoire fut écrite et combien les hommes furent oublieux de l'apport de femmes magnifiques qui ont contribué à faire avancer l'humanité. Le déni a cessé. Alors comptons nos héroïnes, ces femmes inspirantes qui s'inscrivent dans le vacarme du monde pour mieux le transformer. Gisèle Halimi est de celle-là. Le titre est loin d'être usurpé. Il évoque un parcours, des combats, une vision. Il implique du courage et un sens de l'intérêt collectif dont bénéficie toute la société. Oui, elle a boosté la cause des femmes. Elle a porté très haut les valeurs du féminisme. Et sa quête d'absolue liberté est comme une injonction. Alors, un jour d'hiver, j'ai frappé à sa porte, et en voyant suspendue à un cintre la fameuse robe d'avocate, 100 fois rapiécée, 1000 fois recousue, qu'elle a portée dans une multitude de cours et tribunaux, j'ai eu envie qu'elle prenne à nouveau la parole, qu'elle revienne sur quelques étapes essentielles de sa vie d'engagement, et qu'elle transmette un message à la génération de sa petite fille, cette génération MeToo, parfois insaisissable, mais si désireuse de bouleverser les rapports de domination entre les sexes. Non pas tel un oracle, cela lui ferait horreur, disons comme une pionnière, une aînée dont nous serions les petites sœurs. Il est question là de Gisèle Halimi dans Une farouche liberté. Gisèle Halimi qui, pour mémoire, nous a quittés en 2020. Et si vous vous demandez, quand je parle d'Afrique du Nord, de quelle origine elle était tunisienne d'origine. Alors parlons-en de ces femmes extraordinaires. On va commencer par 12 d'entre elles dans un livre signé par un homme qui s'appelle Julien Chavanès. C'est lu par Alison Paradis et ça s'appelle « Rebelle ». Donc un seul mot, rebelle avec un point d'exclamation. Alexandra David-Néel, Aliénor d'Aquitaine, Émilie Davison, Hypatie d'Alexandrie, Isabelle Eberhardt. Ça, ce sont des noms qui vous disent rien, mais ce sont vraiment des femmes qui se sont toutes démarquées de la société dans laquelle elles vivaient. Bon, Joséphine Baker, ça vous dit déjà un petit peu plus. Louise Michel, Marilyn Monroe également, Mata Hari, Sarah Bernard, etc. Alors, on nous amène là de la Commune de Paris jusqu'au contrefort de l'Himalaya à la découverte de ces destins hors du commun, de ces femmes qui ont fait l'histoire ou qui ne l'ont pas fait assez l'histoire, et c'est bien qu'on leur rende hommage dans ce livre-là, Rebelle. Alors que ce soit une reine de France comme Aliénor d'Aquitaine ou encore une espionne pour la France libre, ce qu'a été Joséphine Baker, hein, chanteuse oui, mais espionne aussi, ou encore qu'elles aient mis Hollywood à leurs pieds, comme l'a fait Marilyn Monroe. Toutes ces femmes-là ont dû traverser 1000 épreuves pour survivre et pour s'imposer. C'est un peu ce que raconte ce livre. Audace, force, rébellion, courage, ce sont des portraits sensibles et personnels que nous raconte Julien Chavanès, un parcours incroyable. Critique du livre audio La Voix féminine en audio, lu par Alison Paradis, superbe, vraiment écrit une lectrice, ou plutôt une auditrice sur le site de Babelio. J'ai passé un très bon moment d'écoute, tant c'est passionnant, et puis ça va à l'essentiel. Parce qu'une femme, ça prend approximativement 15 minutes d'écoute. Ici, on va faire connaissance d'Emily Davidson, alors qu'en Angleterre, les femmes n'ont pas le droit d'étudier, notamment au début du siècle dernier, il y a 100 ans.
C'est pas loin, ça. Au bout d'1 an à Dunkerque, elle rentre à Londres dans sa famille et réclame dès son arrivée « Je veux aller à l'école ». Son père hésite. Il a lu des articles sur les dangereux effets secondaires des études pour les jeunes filles. On parle notamment de mystérieux maux de ventre. Mais le patriarche finit par céder. « D'accord, mais si tu ne travailles pas trop ». Ratée, Emily excelle à l'école Kensington High, où elle est inscrite à 13 ans. Sa soif d'apprendre et ses excellents résultats lui permettent de décrocher à 19 ans le Cambridge Higher School Certificate et d'intégrer le Royal Holloway College, une toute récente école pour femmes rattachée à l'Université de Londres. Son grand rêve. Mais qui va finir en cauchemar. Son père meurt brutalement en février 1893, laissant de lourdes dettes derrière lui. Sa mère, qui travaille désormais dans une boulangerie, n'a pas les moyens de payer les 20 livres par trimestre que coûte la scolarité à Holloway. Refusant d'abdiquer, Emily devient gouvernante pour financer elle-même ses études et décroche un diplôme d'anglais et de littérature, puis plus tard, d'art. Mais elle se heurte une nouvelle fois à l'injustice. Le doctorat est interdit aux femmes. Elles sont des citoyens de seconde zone, avec à peine plus de droits qu'un enfant. Pas d'accès à la propriété, aux études supérieures, et donc à un grand nombre de professions. Si les femmes célibataires ont le droit de voter dans certaines élections locales et mineures, le vote à l'échelon national est proscrit pour toutes. Quant aux jeunes femmes mariées, elles sont la propriété de leur mari. Pour Emily Davison, c'est l'impasse, la frustration, la colère. Elle est faite pour apprendre, encore et encore, découvrir et défier le monde. Un feu de plus en plus vif consume ses entrailles. Un feu que des centaines, des milliers de femmes ressentent elles aussi, et qui va embraser l'Angleterre. Une nuit de 1906, une longue dame à l'épaisse chevelure brune, vêtue d'une jupe grise surmontée d'une blouse blanche et d'un élégant manteau, marche d'un pas mal assuré dans le quartier de Camden, au nord de Londres, un papier froissé à la main. Après quelques hésitations, elle pénètre finalement dans le sous-sol de l'église Saint-Georges. À l'intérieur, une assemblée exclusivement féminine. Et derrière un pupitre, une oratrice à l'aura incandescente. Ce n'était pas la première fois que j'allais en prison, et ce ne sera pas la dernière. La nouvelle venue s'installe dans la salle, aussi intimidée qu'impressionnée. À la fin de la réunion, elle ose une question. La violence est-elle nécessaire ? J'ai entendu parler de l'arrestation de 2 femmes qui se comportaient de manière très brutale. Réponse fulgurante. J'étais l'une des 2. Emily Davison vient de rencontrer Christabel Pankhurst, cofondatrice en 1903 avec sa mère Emmeline et ses sœurs Sylvia et Adela de la Women's Social and Political Union, WSPU, l'organisation la plus radicale et la plus engagée dans le combat pour l'obtention du droit de vote des femmes en Angleterre. Son slogan ? Des actions, pas des mots. Les membres de la WSPU rejettent le militantisme consensuel de la National Union of Women's Suffrage Society, NUWSS, qui espère surtout convaincre les hommes. Pour Christabel Pankhurst, c'est vain. Il faut provoquer l'opinion, multiplier les coups de force et arracher ce droit qui se refuse à elle. Le Daily Mail baptise ces nouvelles guerrières du nom de suffragettes, en opposition aux douces suffragistes de la NUWSS. Manière de diminuer ces harpies hystériques et ridicules qui, pour la bonne société anglaise, ne sont pas tout à fait des femmes. Emily a alors 34 ans. Elle enchaîne depuis plus de 10 ans les postes de gouvernante. Et elle n'en peut plus. Au terme de la réunion, elle rentre avec Christabel Pankhurst et comprend. Elle a trouvé sa famille, son rôle, sa place. Suffragette. Quelques semaines plus tard, elle se joint à un groupe de plusieurs centaines de militantes arborant les couleurs du mouvement, vert, violet, blanc, et qui tentent de forcer l'entrée du Parlement. Emily est effarée par la violence des policiers. Les coups pleuvent, parfois accompagnés d'agressions sexuelles. Mais les suffragettes résistent. Elles veulent à tout prix être arrêtées. La prison, c'est de la publicité, répète sans cesse Emmeline Pankhurst. Cette première confrontation renforce la conviction d'Emily. 2 ans après avoir rejoint la WSPU, elle quitte son travail de gouvernante dans une famille londonienne pour se consacrer totalement à la lutte. Devant sa patronne, elle affirme, frondeuse, « J'ai besoin d'être libre. » Mais pourquoi faire ? Être libre d'aller en prison.
C'est bien écrit, c'est bien lu, ça donne réellement envie, et le suivant aussi d'ailleurs. Alors celui-ci s'appelle Rebelle, il a été écrit par Julien Chavanès, c'était la voix d'Alison Paradis. Je vous recommande aussi Culotté. Il y a 2 tomes, tome 1, tome 2. Au départ, c'est de la bande dessinée. Ce sont des histoires racontées en bande dessinée. Aujourd'hui, ça existe en version audio et c'est un régal. C'est un petit peu dans la même veine que ce qu'on vient d'entendre. On fait connaissance avec 15 femmes qui ont inventé leur destin. Imaginez, parmi elles, il y a Lozen, qui est une femme apache, une espèce de guerrière, de chamane. Il y a Annette, une sirène australienne, qui a inventé le maillot de bain féminin, parce qu'à l'époque, les femmes ne pouvaient pas aller se baigner. C'était interdit d'aller dévoiler, mon Dieu, tant de peau. Et ces faits, celle qui a écrit ça s'appelle Pénélope Bagieux. C'est vraiment des portraits qui sont dressés avec humour, avec finesse. Des portraits de ces combattantes hors normes qui ont bravé la pression sociale de leur époque pour mener la vie de leur choix. Beaucoup d'humour donc dans ces portraits colorés qui sont absolument pas pleurnichards ni revendicateurs d'ailleurs de rien du tout. On fait simplement connaissance et reconnaissance de ces femmes-là. J'ai choisi de vous présenter 4 courts extraits présentant chacun de ces femmes intrépides, stupéfiantes, absolument magnifiques. 4 portraits de femmes parmi les 15 qui ont inventé leur destin. Il va y avoir Delia Julia, exploratrice américaine, née en 1875. Lozen, une apache pas comme les autres. Agnodis, la gynéco de l'Antiquité grecque qui veut soulager les femmes. Margaret Hamilton, une comédienne qui a réussi à Hollywood parce qu'elle est moche. Delia Julia naît en 1875. Elle est la dernière des 9 enfants de Patrick et Margaret Denning, 2 immigrants irlandais très pauvres. Ils vivent tous ensemble à Beaver Dam, dans le Wisconsin. Delia est une enfant calme et réservée qui s'acquitte sans rechigner des tâches ménagères. Mais son père est un homme colérique. Un jour, alors qu'elle a 13 ans, il s'énerve contre elle une fois de trop. Delia quitte la maison pour toujours. Ciao. Elle s'enfuit à Chicago. Là-bas, elle devient l'assistante d'un éminent taxidermiste, Carl Ethan Akeley. Et voilà mon petit. Maintenant tu sais comment on empaille un léopard. Il ne manque plus qu'un détail. Voilà les yeux, monsieur. Merci mon petit. Lozen naît près de la montagne sacrée d'Ojo Caliente, dans un village Chiricahua, vers 1840. Son frère, Victorio, deviendra un grand chef de guerre apache. Très tôt, Lozen annonce la couleur. On ne peut plus coudre tranquille. C'est quoi tout ce boucan? C'est encore la petite Lozen qui s'entraîne au fusil. Les tâches réservées aux femmes apaches l'ennuient. Elle veut de l'action. Et en plus, je suis pas mauvaise. Pendant la cérémonie de passage à l'âge adulte, elle déclare qu'elle ne se mariera jamais. Je préfère me consacrer à mon peuple, si ça ne vous fait rien. En effet, les Chiricahua ont alors bien besoin de son aide. Au boulot. Agnodis naît au IVe siècle avant Jésus-Christ, à Athènes. Enfant, elle voit des femmes de sa famille souffrir et mourir en couches. En général, c'est parce qu'elles ont préféré se débrouiller entre elles plutôt que de faire venir un médecin, un homme, pour les soigner. En effet, les Athéniens ont récemment interdit l'exercice de la médecine aux femmes, les soupçonnant de pratiquer des avortements. Non. Bande de sorcières. Je préfère encore les laisser morfler. Jeune femme courageuse et déterminée, Agnodis est révoltée par cette situation absurde. Et maintenant qu'elle est une jeune adulte, elle compte bien changer les choses. Pas le droit? C'est ce qu'on va voir. Margaret rêve de rôles romantiques, mais les castings ne se passent pas vraiment comme elle voudrait. Suivante. Mais enfin, Et je vais vous donner un conseil. Faites-vous refaire le nez. Oui, Margaret a un nez bossu et ça n'a pas l'air de plaire. Évidemment, elle n'est pas de cet avis. Mais il est très bien mon nez. Il est faux lui. Son nez lui donne plutôt une idée. Elle décide de changer d'angle d'attaque. Alors, quand arrive le casting suivant... Bonjour.
Je suppose que vous aussi, vous êtes là pour le rôle de la belle fugitive fragile ? Ça vous embête si finalement j'auditionne pour le rôle de la belle-sœur moche et méchante ? Et ça marche! En plus de cette nouvelle stratégie, Margaret adopte une politique qui lui garantit de décrocher un maximum de contrats. Je suis la moins chère du marché. Pour élever seule son fils, elle accepte tous les petits rôles de méchante. Elle joue notamment une sorcière dans une pièce de théâtre musicale. Je suis la méchante sorcière. Un jour, elle apprend que la pièce va être portée sur grand écran. C'est ma chance! Elle se présente à l'audition, absolument déterminée à obtenir le rôle. Margaret Hamilton! C'est moi! Showtime, Maggie. À la fin de son essai, totalement embarquée dans son personnage, Margaret éclate d'un rire démoniaque qui va littéralement terrifier les directeurs de casting. J'adore ça. C'est tellement bien fait. Les culottés, tome 1 et 2 de Pénélope Bagieux. Je ne vais pas vous citer tous les comédiens, comédiennes qui prêtent leur voix à ça parce qu'il y en a en pagaille. Ce sont tous des Français que vous connaissez absolument pas, mais je leur dis bravo à toutes et à tous et bravo pour la réalisation de ce culotté-là. On va terminer cette demi-heure que je consacre aux femmes et en fait, c'est plus un hommage que je leur rends. Cette fois-ci, j'ai choisi un livre en pensant aux femmes qui vivent actuellement en temps de guerre. Vous savez, les pourvoyeuses, parce que les femmes restent les pourvoyeuses, celles qui doivent rester sereines en toutes circonstances avec leur famille, quand il en reste, ou quand elles sont seules, au milieu des ruines. La femme dont on parle là habitait Berlin à la fin de la guerre, alors que la ville, abandonnée par les nazis, une ville complètement exsangue, détruite, sera bientôt aux mains des Soviétiques. Des Soviétiques, oui, ils en ont aussi bavé, les Allemands, surtout à la fin de la guerre. La 4e de couverture nous dit ceci: la jeune berlinoise qui a rédigé ce journal du 20 avril 1945 au 22 juin a voulu rester anonyme lors de la première publication du livre parce que, mettons que c'était pour une évidence, quoi. On comprend pourquoi lorsqu'on lit le bouquin. C'est objectif, c'est presque froid, c'est sarcastique, mais c'est surtout précis, c'est poignant, c'est parfois drôle. C'est la vie quotidienne d'une femme seule dans un immeuble quasi en ruine, habité par des femmes de tout âge, des hommes aussi qui se cachent. C'est une vie misérable dans la peur, la froid, la saleté, la faim. Scandée par les bombardements, d'abord, et puis ensuite sous une occupation brutale soviétique. Alors ensuite s'ajoutent les viols, la honte et la banalisation de l'effroi. Ça s'appelle « Une femme à Berlin ». Auteur inconnu, parce qu'on ne sait toujours pas quel est le nom de la personne qui a écrit ça. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est lu par Marianne Bassler. Maintenant que tout est parti et qu'il ne me reste plus qu'une valise de vieilles frusques, je me sens nue et légère. Parce que je n'ai plus rien, tout m'appartient. Comme cette mansarde qui m'est étrangère. À vrai dire, pas totalement étrangère. Le propriétaire des lieux est un ancien collègue à moi. Il m'y invitait souvent avant d'être appelé sous les drapeaux. Nous faisions du troc ensemble quand l'occasion se présentait. Ses conserves de viande danoise contre mon cognac français, mon savon français contre des bas de Prague. J'ai eu juste le temps de lui faire part de mon sinistre et d'obtenir la permission d'emménager ici. Les dernières nouvelles que j'ai eues de lui venaient de Vienne. Il travaillait pour la censure à la Wehrmacht. Où peut-il être aujourd'hui? De toute façon, les mansardes sont peu demandées. Et puis le toit fuit. Un grand nombre de tuiles sont cassées ou ont été emportées par le vent. Ici, je ne parviens pas à rester calme. Je trotte sans cesse d'une pièce à l'autre. J'ai fouillé systématiquement toutes les armoires et tous les tiroirs en quête de choses qui puissent m'être utiles, à manger, à boire ou à brûler. Malheureusement, quasi rien trouvé. Madame Weyers, qui faisait le ménage avant mon arrivée, m'a certainement devancée. Aujourd'hui, tout est à tout le monde. On n'a plus qu'un lien très lâche avec les objets, et on ne fait plus guère de distinction entre ce qui est à soi ou aux autres. J'ai trouvé une lettre qui était restée coincée dans les interstices d'un tiroir.
Elle était adressée au propriétaire. J'avais honte de la lire, mais je l'ai lue tout de même. Une lettre amoureuse, une lettre d'amour. Je l'ai évacuée avec l'eau du bain. Nous avons encore de l'eau la plupart du temps. Cœur, douleur, passion, pulsion. Comme tous ces mots me sont devenus étrangers. Comme ils viennent de loin. De toute évidence, une vie d'amour raffinée, de qualité, présuppose des repas réguliers et en quantité suffisante. Au moment où j'écris ceci, mon centre de gravité, c'est mon ventre. Toute pensée, tout sentiment, souhait ou espoir passe d'abord par l'estomac. 2 heures ont passé, le gaz brûle de ses petites flammes agonisantes. La casserole de pommes de terre y est posée depuis des heures. La plus minable patate à trouver dans le pays. Elle se décompose tout de suite en bouillie et a un goût de carton. J'en ai mangé une à moitié crue. Ce matin, j'ai commencé de bonne heure à me bourrer l'estomac. Suis allée chez Boll, échanger contre du lait l'étiquette de rationnement bleu clair que Gert m'a envoyé à Noël. Il était grand temps. Pour puiser le lait, la vendeuse devait déjà incliner le bidon. Et elle m'a dit que bientôt il n'y aurait plus de lait à Berlin, ce qui signifie la mort des petits-enfants. Aussitôt dans la rue, j'en ai bu quelques gorgées. À la maison, je me suis rempli l'estomac d'une bouillie de semoule. Et là-dessus, je me suis envoyé quelques croûtes de pain. En théorie, je suis rassasiée comme je ne l'ai plus été depuis longtemps. En pratique, je suis tenaillée par une faim de loup. Le fait de manger m'a donné plus faim encore. Vraiment faim. En fouillant dans la maigre collection de livres du propriétaire, c'est là que j'ai déniché le cahier vierge dans lequel j'écris maintenant, j'ai ouvert un roman. L'histoire se déroule dans les cercles de l'aristocratie anglaise. On peut y lire des phrases comme celle-ci. Il jeta un regard furtif sur le plat auquel elle n'avait pas touché, se leva et partit. J'étais déjà 10 lignes plus loin, mais je n'ai pu m'empêcher de revenir à cette phrase qui m'attirait comme un aimant. Je l'ai relue une 12aine de fois et me suis surprise à gratter les lettres de mes ongles comme pour extraire du bouquin le fameux plat non entamé qui avait été décrit dans le détail un peu auparavant. C'est quand même fou une chose pareille. Le début d'une sorte de délire de la faim. Des livres plein les oreilles, la suite, quand nous nous sommes quittés il y a 1 minute et demie, c'était sur un extrait de Une femme à Berlin, auteur inconnu, lu par Marianne Bassler, sur cette histoire incroyable de cette femme qui, avec d'autres hommes et femmes, a vécu dans des conditions absolument déplorables à la fin de la guerre, alors que les nazis avaient fui la ville et que les soviétiques étaient à la veille d'y entrer. Écoutez, voilà, toutes les 2 semaines, généralement, on le retrouve. Il est là, Gérald de Cousineau. Salut, mon ami. Salut, Christine. Alors oui, évidemment, ce texte, Une femme à Berlin, je l'avais choisi. Il faut que j'arrête d'étudier l'espagnol, moi, parce que là, ça devient Une femme à Berlin. Mais c'est ça, c'est parce qu'évidemment, 8 mars oblige. Je suis allée chercher pour nos amis je trouve, quelques bons textes qui rendent hommage à quelques femmes, parfois célèbres et parfois pas, à qui j'avais envie de rendre hommage en ce 8 mars. Mais aujourd'hui, là, avec vous, on retombe dans un monde d'hommes? Oui et non. En fait, c'est un homme qui a écrit le livre dont je vais parler, mais il s'agit de Akira Mizubayashi. Encore une fois, j'avoue que je ne le connaissais pas. Et j'ai un peu honte de le dire parce qu'il a quand même écrit plusieurs livres. Alors, ce monsieur est né au Japon en 1951. C'est un auteur d'expression japonaise et, très important, et française. En fait, il dit qu'il a vécu les 2 tiers de sa vie en français.
c'est un écrivain, un professeur. Il a étudié en France, il a enseigné en France et il a enseigné au Japon. Je ne sais pas s'il travaille encore, parce qu'il a quand même 74 ans aujourd'hui. Donc, la preuve qu'il maîtrise le français, c'est que ses derniers romans, dont le livre dont je vais parler aujourd'hui, ont été écrits en français. C'est quand même quelque chose. Oui. Alors, La forêt de flammes et d'ombre a été écrit en français. Et dans ces derniers romans, j'en ai lu 2 ou 3, l'art est omniprésent. Et en particulier, la musique. Ah, oui. Alors, le livre dont je parle, donc La forêt de flammes et d'ombre, paru en 2025 en français, nous avons 3 jeunes gens. J'en parle un petit peu, après ça on pourra écouter l'extrait. Nous avons 3 jeunes gens. Le premier s'appelle Ren, R-E-N. C'est un étudiant aux Beaux-Arts à Tokyo. Il y a une jeune femme qui s'appelle Yuki. C'est une peintre en herbe, c'est comme ça qu'on l'a décrit. Et il y a un autre jeune homme qui s'appelle Bin, B-I-N. Lui, c'est un violoniste prodige. Il a commencé à jouer du violon à 6 ans. Il est infirme, c'est important de le dire aussi, donc il boite. Donc, ces 3 jeunes gens se retrouvent où? En 1944, dans un centre de tri postal. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il y a beaucoup de jeunes partis à la guerre. C'est la fin de la guerre de 39-45 et le Japon tient encore le coup contre l'armée américaine. Mais évidemment, le Japon va de défaite en défaite, même si l'armée prétend le contraire. Donc, ces 3 jeunes gens, Ren, Yuki et Bin, vont se retrouver tous les 3 dans un centre de tri postal. Mais avant d'aller plus loin, écoutons l'extrait, on en aura une meilleure idée, peut-être. C'est un petit problème technique, mais qu'on va régler tout de suite. J'en profite pour dire à nos auditeurs, Gérald, l'extrait n'est pas très... Parce que c'est le tout début du livre, donc on nous présente un peu Ren avant qu'il arrive à la poste, mais c'est peut-être pas le meilleur extrait pour présenter ce livre, mais vous allez le faire tellement mieux. Ren s'apprêtait à partir. Il venait de faire une assez longue promenade matinale avec Anna. Celle-ci, assise, ses oreilles triangulaires dressées, regardait le jeune homme avec toute son attention. La chienne, tête légèrement penchée vers la droite, cherchait à comprendre les mots de son compagnon préféré. Ren lui disait qu'il serait absent toute la journée jusqu'à 5 heures et qu'il était impatient de la retrouver pour faire la promenade du soir. Il dit au revoir à son oncle et à sa tante, qui, assis sur leurs talons autour d'une table basse ronde, n'avaient pas encore fini leur petit déjeuner. Anna suivit Ren jusque dans le vestibule. Le jeune homme caressa la tête de l'animal avant de refermer la porte coulissante. Anna soupira, puis se coucha, les yeux fermés, la tête posée sur ses pattes de devant. L'année 1944 touchait à sa fin. Le volume des courriers augmentant considérablement avec les vœux de Nouvel An, la Poste faisait appel temporairement à une jeune et abondante main-d'œuvre pour le tri et la distribution des envois postaux. Sachant qu'il n'irait plus à son école, il était assistant étudiant aux Beaux-Arts dans la section de peinture à l'huile, pendant la seconde moitié de décembre, et qu'en plus, le travail était assez bien rémunéré, il avait proposé à la Poste ses services. Voilà, bon, j'imagine que ça, c'est le début. On fait connaissance, en quelque sorte. En effet, et je dirais qu'on fait connaissance aussi avec un personnage important, Anna, qui est la chienne. La chienne, hein? Pourquoi? Parce qu'elle va se retrouver tout le long de l'histoire. Or, ce n'est pas la même Anna, parce que nous allons passer de 1944 à 2024. Donc, mais toutes les chiennes vont porter le même nom. Anna. Ah, donc bon. Voilà pour le tout début du roman. Et c'est toujours de la descendance d'Anna ou ce sont des chiens qui... Ce n'est pas indiqué. C'est pas indiqué. Mais ce qu'on nous dit, c'est que c'est toujours Anna. Donc c'est toujours les Anna. chiens vont porter le même prénom, si je peux dire. Anna après Anna. Voilà. Elle était facile. Non, elle était facile. Donc, ces 3 jeunes étudiants se retrouvent dans le centre de tri postal, ils font connaissance et tout de suite, ça clique, comme on dirait aujourd'hui. Ils deviennent de très bons amis. Et d'ailleurs, Yuki va devenir la compagne, assez vite la compagne de Ren. Mais en 1945, en mai, et là je le dis tout de suite parce que c'est très curieux chez cet auteur, enfin dans ce livre, il va donner des dates, mais des dates précises. Par exemple, c'est le 17 décembre 1944 que Ren entre dans ce centre de tri postal. Mais pourquoi le 17 décembre? Bon. Et plus tard, il dira c'est le 20 mai 1946 que Ren et Yuki se marient. Mais pourquoi être précis à ce point-là? Mystère. Bon. Alors donc, en décembre 1944, ils se retrouvent, ces 3 jeunes gens font connaissance, mais l'année suivante, en 1945,
il meurt de plus en plus de soldats au front. Oui. Donc, qu'est-ce que fait le gouvernement? Il va demander aux jeunes, aux étudiants en particulier, de donner un coup de pouce. Ils vont se retrouver donc dans le centre de tri postal, mais un an plus tard, notre ami Rennes va être conscrit. Il va être embauché, oui, entre guillemets. Il va donc devoir servir dans l'armée. Oui. Et on va l'embaucher à quel titre? Comme artiste de guerre. Il va aller sur le front, mais il va peindre. Malheureusement pour l'armée, ces toiles sont tellement réalistes, montrent tellement l'horreur de la guerre qu'il est vite recalé. Donc, on le recale comme simple fantassin. Parce qu'il dit trop la vérité, il dit trop l'horreur du champ de bataille. Donc, il va devenir un simple fantassin. Ils vont l'envoyer très loin, en Mandchourie, et là, il va être gravement blessé. En fait, il va être défiguré et mutilé. Il va perdre ses 2 mains. Pour un peintre, c'est une tragédie. Oui, donc, il revient au Japon, il va être dans un hôpital militaire. Là, son ami Bin va venir le voir, et là, Bin va se rendre compte qu'effectivement, il est défiguré, et surtout qu'il a perdu ses 2 mains. Alors, évidemment, Ren est complètement déprimé. Yuki va mettre un peu de temps à venir le voir, parce que Ren ne veut pas que Yuki le voie dans cet état-là, mais elle va quand même venir. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Le 22 juillet 1945, elle vient le voir. Mais pourquoi le 22 juillet? Encore là, mystère. Donc, elle vient le voir et découvre avec horreur qu'effectivement, il a perdu un œil, il a perdu ses 2 mains, ses avant-bras. Bon. Mais, n'empêche, ils vont quand même se lier, ces deux-là. Ils vont se marier un peu plus tard. Yuki, une fois la guerre terminée, après, on sait, Hiroshima et Nagasaki, la guerre prend fin, heureusement. Et là, Ren va aller vivre chez Yuki. Donc, il va être hébergé, il va vivre là. Et là, l'histoire continue comme ça, sauf que il y a beaucoup de dates dans ce livre, et on se promène aussi. Parce qu'à un moment donné, Ren va mourir en 1962, mais après avoir peint une œuvre colossale qui s'appelle « La forêt de flammes et d'ombre ». Et qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il a vu sur le champ de bataille. Il se croyait dans une forêt de flammes et d'ombre, et bien, il va mettre ça sur ses toiles, et ça va finir par devenir 15 immenses tableaux. D'ailleurs, dans le livre, on parle de panneaux, 15 panneaux qu'il appelle « La forêt de flammes et d'ombre ». Alors ça, évidemment, c'est énorme, et ça va se retrouver un jour dans un hangar, parce que ça prend beaucoup de place. Donc, il peint ça, et il meurt en 62, et à un moment donné, Yuki va retrouver sa fille, parce qu'entre-temps, il a eu une fille qui s'appelle Aya, et va la retrouver à Paris. Alors là, c'est la vie parisienne. Bin, lui, il est en France, il est en Europe depuis 1946. C'est à Genève, en fait, en Suisse, parce qu'il veut développer son art du violon. Et une autre curiosité du livre, c'est qu'on met beaucoup d'accent sur la culture, mais la culture européenne. On a un très grand nombre d'œuvres musicales, d'œuvres picturales qui sont citées, mais pas des œuvres asiatiques, uniquement des œuvres. D'ailleurs, le personnage de Bin le dit, il est attiré par la musique occidentale, surtout celle composée pour le violon. Et là, on va nous décrire des œuvres. Par exemple, il va jouer la cavatine de Beethoven, il va nous la décrire. Parce qu'une autre chose que je ne vous ai pas dit, c'est que le roman est divisé en 5 mouvements. Or, tous les mouvements portent des noms des mouvements musicaux, comme Adagio, Allegro, Molto, voilà, Allegro, Vivace. C'est curieux, ça. Et la période où notre ami Ren est blessé à la guerre, ça s'appelle Aggressivo. Je pense à un truc comme Allegro Aggressivo. Voilà. Donc, mais c'est très curieux comme roman, mais je dirais que le plus important, c'est que pour avoir lu 2 ou 3 livres de Mizubayashi, il faut le faire. Mizubayashi. Bravo. Moi, je vous laisse le dire parce que moi, je vais pas essayer. Comme ça. Il dénonce souvent les nationalismes. Nationalisme qui débouche sur la guerre. Or, le Japon, on sait ce qu'il a fait en 1939 et 1945 ans. Donc, l'armée était au pouvoir, littéralement, et l'empereur était tout puissant. Donc, il dénonce ça, et qu'est-ce qu'il met en contre-pied? C'est l'art. L'art, pour lui, c'est comme le recours essentiel contre la folie des hommes, la folie humaine, la bêtise humaine. Et ça, c'est magnifiquement rendu dans le roman, qui, je répète, est écrit en français. Et c'est très bien écrit, très belle prose, très sobre. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'effet littéraire, il n'y a pas de tape à l'œil, non, pas du tout. C'est bien écrit, très bien écrit, mais c'est toute une belle dénonciation par des personnages. Oh, moi, j'aurais aimé passer encore un peu de temps avec Yuki et Bin. Ils sont sympathiques. Mais, et pourtant, ils en arrachent. Ils n'ont pas une vie facile. Mais quel beau personnage que ces trois-là.
vraiment, j'en aurais pris encore. Et vous en parlez tellement bien qu'on a juste le goût de se ruer à la librairie ou sur notre plateforme de livres audio préférée pour aller chercher ce livre et l'écouter, quoi. Parce que oui, c'est une belle découverte. C'est une belle découverte. Je ne connaissais pas cet auteur, mais vraiment, ça me donne le goût de lire 2-3 livres de lui. Mais c'est vraiment très beau et c'est comme un rempart contre la bêtise. Et je mettais ça en rapport avec aujourd'hui. Ouais. On assiste aujourd'hui un retour aux armements, mais c'est une tristesse incroyable. Mais quand on lit ce genre de livre, on dit non, il y a toujours l'art. Heureusement que l'art est là. La musique en particulier, la peinture, etc. Mais bien, bravo. Merci beaucoup pour votre message passé, mais surtout bien distribué. Bien. Mais oui, mais c'est bien. Mais c'est bien. Regardez, vous savez, on fait tellement attention à pas trop en dire, à pas trop en faire, à pas trop. Mais oui, mais il y a un moment donné, il faut le dire, c'est un peu désespérant et je vous remercie de l'avoir dit de façon aussi intelligente. Alors, merci infiniment, Gérald. Je vais rappeler le titre du bouquin, mais d'ailleurs, je vais vous laisser le faire. Comme ça, c'est vous qui allez redire le nom de l'auteur. Alors, c'est M. Akira Mizubayashi, M-I-Z-U-B-A. Y-A-S-H-I. Le livre s'appelle La forêt de flammes et d'ombre, donc paru en français, écrit en français, paru en 2025 chez Gallimard. Et pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, je le redis et ne m'en veuillez pas, mais Gérald, qui nous parle, est totalement aveugle et écoute plusieurs livres par semaine pour nous en parler à l'émission des livres plein les oreilles. Mais c'est comme si vous avez vos yeux. C'est un beau livre. Vous savez que je suis sûr que vous voyez beaucoup plus que bien des gens qui ont encore leurs yeux. J'ai un peu d'imagination. Oui, non, mais merci Gérald, merci beaucoup. Passez une belle fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Et nous voici rendus à quelques nouveautés. On va commencer par Jusqu'à la rivière d'Elisabeth Gilbert. Et là, vous vous dites, oh, mais ça me dit quelque chose. Mais oui, Mange Prix M, ça vous dit de quoi? Alors, c'est celle qui avait écrit Mange Prix M, Elisabeth Gilbert. Je devrais peut-être dire Gilbert parce que c'est une américaine, mais mettons que j'aime mieux franciser les choses. Elle raconte sa relation avec Raya Elias qu'elle avait rencontrée en l'an 2000 à New York. Les deux femmes sont inséparables pendant de nombreuses années et puis leur amour l'une pour l'autre va s'imposer. C'est passé de l'amitié à l'amour en 2016 alors que Raya apprend en même temps qu'elle est atteinte d'un cancer fulgurant. C'est un récit qui évoque les chemins parfois difficiles de la passion et qui donne des clés pour faire face au deuil. C'est lu par Catherine Creux. Voici un extrait de Jusqu'à la rivière. C'était tellement dingue, tellement magnifique de sentir que même depuis l'au-delà, Raya continuait à en imposer. Mais avec le temps, ces visites s'étaient espacées. 2 ans ont passé, puis 3, 4. La vie continue, n'est-ce pas ce qu'on dit? La voix de Raya s'était estompée. Plus de 5 ans ont passé. Durant ce temps écoulé, le monde avait changé, et moi aussi. Il y avait eu une pandémie, de nouvelles guerres, de nouvelles urgences, de nouveaux décès. Des bébés que Raya ne connaîtrait jamais étaient nés. J'avais écrit des livres qu'elle ne lirait jamais. Tout le monde parlait de nouvelles séries télé qu'elle ne verrait jamais. Après sa mort, poussée par le désespoir, j'avais tenté de remplacer le chagrin par un nouvel engouement et j'avais même fréquenté quelqu'un pendant un certain temps, si tant est que « fréquenter » soit ici le bon terme après une rencontre qui avait ressemblé de ma part à un attentat suicide. Mais cette relation s'était rapidement soldée par une peine de cœur dévastatrice et prévisible. Depuis, je n'avais plus cherché à rencontrer quelqu'un. À la place, j'avais consacré ces années à travailler sur moi-même. J'étais devenu sobre. Jour après jour, je remettais de l'ordre dans ma vie intérieure, et je m'étais fait de nouvelles amies, des amies saines, des amies qui jamais ne connaîtraient Raya. Durant ces quelques années, Raya ne se manifestait plus que par intermittence, sa présence s'estompait, jusqu'au jour où je ne l'ai plus du tout entendue.
même quand je l'appelais à tue-tête. Un immense et infini silence a remplacé sa voix qui résonnait autrefois si fort dans ma tête. J'étais dévastée, désorientée. C'était presque comme une seconde mort. Où s'en était-elle allée? Avait-elle tourné la page? Ou était-ce moi qui l'avais laissée derrière moi? Je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'était passé. C'était comme si elle était sortie de l'univers pour aller acheter un paquet de cigarettes et n'était jamais revenue. Mais voilà que le matin de mon 54e anniversaire, soudain, elle était là. Vraiment là. La chambre bourdonnait de son énergie à l'intensité si caractéristique, et je sentais des frissons parcourir mon corps. J'ai commencé à rire et à pleurer en même temps. « Bébé, tu es venu me voir !» Je voulais fêter son retour, mais je sentais bien qu'elle voulait, elle, me dire quelque chose qui exigeait mon entière attention. J'avais l'impression qu'une main m'avait saisi par le col et me secouait. Raya n'avait pas fait tout ce chemin pour une simple petite visite, c'était évident. Elle était venue me transmettre un message de la plus haute importance. Les mots et les informations jaillissaient d'elle et se déversaient dans mon esprit à un débit presque trop rapide pour que je puisse le saisir. L'intérieur de ma tête était aussi bruyant qu'une salle d'arcade. J'ai attrapé le journal intime que je garde toujours près de mon lit et j'ai commencé à noter tout ce qu'elle me disait, tout ce que j'arrivais à saisir. Et voici les mots de Raya. « Joyeux anniversaire, mon grand amour. Je suis là et je t'aime. » On ne s'attend pas à ça. Jusqu'à la rivière de Elizabeth Gilbert ou Gilbert, traduit par Christine Barbast, lu par Catherine Creux. Ça vient de sortir, c'était le 11 février dernier. C'est quand même une bonne brique. Hein. La durée d'écoute, c'est 11h34 minutes. Le chat du jardinier, attention, chef-d'œuvre, je ne sais pas, mais en tout cas, livre qui va faire beaucoup parler de lui. Ça se sent, ça se sait, lorsque, j'imagine que comme moi, même si vous aimez le livre audio, vous aimez le livre, point. Et comme tout n'est pas en audio, si vous êtes encore une fois comme moi, au moins une fois par semaine, vous allez vous perdre dans une librairie près de chez vous ou non. Et là, on sent les choses. Et là, il y a une couverture que je n'arrête pas de voir partout. C'est la couverture du livre dont je vais parler maintenant, qui s'appelle « Le chat du jardinier » de Thomas Schlesser. C'est lu en audio par Renaud Bertin Cordoliani. Et c'est une couverture qui marque parce que la page est blanche et on voit dessiner un chat. Et on s'aperçoit en s'approchant que le chat, ce sont des mots. Il est composé de mots. Et ce ne sont pas n'importe quels mots. Ce sont les mots du chat d'Apollinaire, qui est un des poètes, un des poètes préférés, un des poètes dont on parle, dont il est question beaucoup dans ce livre-là, parce que c'est un livre qui fait référence énormément à la poésie d'hier et d'aujourd'hui. Le thème est celui-ci. Le personnage principal, c'est Louis. Louis, c'est un taiseux, c'est un gars qui parle pas beaucoup, c'est un solitaire, il est jardinier. En Provence. C'est pas rare, ça, d'ailleurs, que les jardiniers soient pas des bavards. Hein. Ils parlent plus avec leurs fleurs, je pense, qu'avec leur belle-mère. En tout cas, et sa vie s'effondre à ce bonhomme-là quand il découvre que son chat, qui est en fait un chaton, a une tumeur. Il va rencontrer sa nouvelle voisine qui s'appelle Thalie et qui est professeure de lettres à la retraite. Et Thalie, elle va lui redonner le goût de vivre en lui faisant déclamer devant ses arbres les textes des grands poètes d'hier et d'aujourd'hui. Alors ça va de Sappho à Rimbaud, en passant par Neruda, Kipling, Rilke, Bronte ou Senghor et d'autres, et d'autres, et d'autres. Je n'ai pas encore lu le bouquin. Il va atterrir sur ma table de nuit très, très, très prochainement, ça c'est certain. Mais je suis allée voir ce que les critiques en pensaient. Alors, on nous dit ceci, une qui a moins aimé, qui dit « Ouais, on peut dire que Thalys, la professeure retraitée, ne peut s'empêcher de donner des cours à son voisin. Elle est trentenaire, etc. Elle veut l'initier à la poésie, mais la personne trouve, ça c'est toujours sur le site de Babelio, que ça sonne faux.
Du moins, elle l'a ressenti comme ça. Et que cela dit, elle n'avait quand même pas boudé son plaisir de retrouver tous ces vers enchanteurs. Elle aime beaucoup aussi le lien que Louis, le jardinier hypersensible, a noué avec son chaton et un chien. Mais je reste dubitative. Il y a une critique plus, par exemple, où là, on nous décrit le chat en couverture et on nous dit que la poésie est au cœur de ce récit et c'est peut-être ce que j'ai le moins apprécié, même si j'ai trouvé fort intéressantes les histoires et anecdotes concernant les poètes et l'impact des mots sur les personnages du roman et les êtres en général. J'ai bien peur d'être définitivement hermétique à ce genre littéraire, mais c'est un roman pas comme les autres qui devrait plaire à de nombreux lecteurs, une jolie parenthèse hors du temps pour rêver et se cultiver. Faisons connaissance avec Louis et son petit chaton. Louis l'avait alors conduit chez une vétérinaire fraîchement sortie de l'université et installée dans une ville voisine. Après une série d'examens, elle avait eu les maux fatals. Sous la douceur des poils s'était nichée une vilaine tumeur au niveau de l'œsophage. Il n'y avait rien à faire. La jeune femme avait suggéré l'impossible, envisagé une euthanasie pour épargner à la bête les souffrances à venir. Louis n'avait rien répondu. Il n'avait pas posé de questions ni dit au revoir. Il s'était contenté de reprendre le chaton contre lui et, instinctivement, de tourner son pouce là où le mal avait mystérieusement germé, espérant ainsi dissiper le cancer naissant. Puis il était revenu chez lui, meurtri. Alors le vent avait commencé à se lever. Au début, il ne s'agissait que de souffles épars et tourbillonnants, mais à mesure que l'heure avançait, ils se changèrent en tornades. Les nuages, eux, restaient agglutinés, figés dans le ciel, prêts à déverser leurs trombes sans jamais s'arrêter. Louis était de cette espèce d'individu qu'on qualifie de sensible. Et même, selon un vocabulaire que la psychologie a fini par imposer dans le langage courant, il était ce qu'on nomme un hypersensible. Ce trait constitutif, voire central de sa personnalité, s'avérait d'autant plus déroutant que sa carrure de colosse lui conférait, en surface au moins, l'image d'une force invincible, presque métallique. Mais la bonté de son cœur avait transformé celui-ci en un organe tendre et friable, comme l'argile. Naît-on hypersensible? Ou le devient-on à la faveur des événements, notamment ceux de l'enfance? Difficile à dire. Chez Louis, les premiers signes de cette extrême porosité à son entourage étaient apparus dès son plus jeune âge, au contact de la faune et de la flore. Fils unique de modestes bergers de Provence, il avait tôt ressenti une affection indéfinissable pour l'écorce des arbres et le pelage des bêtes, une tendresse si vive qu'elle avait éveillé en lui une empathie magnétique, propice au sourire et aux larmes. Aussitôt jeté dans l'existence, il aima les moutons et les chiens de troupeau, bien sûr, mais surtout les chats. Et pourquoi donc? Parce que dans une bergerie, un tel animal ne servait à rien, disait-on. S'il était là, c'était à titre de compagnon, ce qui ne pesait pas lourd dans le nécessaire labeur du quotidien. Cette prétendue inutilité avait jadis touché le petit Louis au plus haut point, le renvoyant peut-être à sa propre sensation d'insignifiance et de vulnérabilité. La Provence est sujette aux incendies. C'est son drame, son supplice de feu. Louis y avait assisté, terrifié et prostré, dès l'enfance. Souvent, des animaux fuyant les flammes et la fumée venaient se réfugier à la bergerie. Dans l'indicible douleur de voir périr les grands pins et les vignes, il trouvait pourtant une forme de joie, celle d'accueillir, il préférait ce mot à recueillir, et de sauver des bêtes, parmi lesquelles ses compagnons félins.
Ça s'appelle Le chat du jardinier. Donc, vous pouvez aller chercher ça sur vos plateformes de livres audio. Vous savez qu'il n'y a pas que Audible qui existe. Moi, je vous recommande toujours d'aller peut-être pousser vos recherches un petit peu plus loin, d'avoir cette curiosité-là, puisque j'ai un petit peu de temps pour vous en parler. Là, je ne vais pas me gêner pour le faire. Par exemple, vous pouvez aller sur le site de Écoutez Lire. Écoutez Lire, Gallimard, ce sont aussi des livres audio qui sont produits. Certains peuvent se retrouver sur Audible puisque c'est une distribution Audible. Mais ce sont des livres qui sont produits à ce moment-là et par des voix humaines. J'insiste parce que chez Audible, il y a à peu près 40 000 livres qui sont lus de façon artificielle par l'intelligence qui porte le même nom. Alors, vous pouvez aller là, vous pouvez aller sur Audiolib, également, qui est une maison française, et surtout, vous pouvez aller sur nara.audio, qui est québécoise, où là, vous allez retrouver des livres d'ici, de chez nous, enregistrés chez nous. Voilà, nara.audio. C'est Clotilde Sey qui vous a parlé de livres audio pendant cette dernière heure, appuyée par Mathieu Tessier, et qui vous dit à la semaine prochaine.